J'ai évidemment choisi la victoire des Milwaukee Bucks en NBA Cup pour revenir dans le CQFR. Shai, ça faisait un petit moment. On va débriefer ensemble justement la finale de la NBA Cup qui s'est déroulée hier soir à Las Vegas avec la victoire des Bucks contre le Thunder, 97-81. Belle victoire de Milwaukee. Sacrée performance de Giannis Antetokounmpo qui est en train de réaliser une saison absolument incroyable. 26 points, 19 rebonds, 10 passes décisives, un triple-double et un nouveau succès pour les Bucks. Un nouveau succès pour Darvin Ham aussi. 2 années de suite qui remporte la Et Taurean Prince qu'on oublie, mais il a aussi gagné. Et Taurean Prince qui jouait aux Lakers l'an Ouais. dernier. Ouais, match. Je sais pas si toi c'est le match auquel tu t'attendais, mais moi j'espérais une forme de match un peu, enfin très ouvert. Je m'attendais à quelque chose de très offensif. Au final, OKC a. Alors, je sais pas s'il y a que la défense des Bucks qui a été très bonne ou si OKC n'était pas dans un grand soir, mais OKC shoot à 33 ou 34%. Grosse panne d'adresse. Grosse panne d'adresse, bonne défense, il faut le dire, des Bucks. On a retrouvé en partie ce qui faisait leur force défensive avant. Et au final, ça a été un match avec peu de points. Milwaukee qui a, en deuxième mi-temps, accéléré et qui n'a jamais été repris. C'est une prestation très, très convaincante des Bucks. Et alors, on va pas dire inquiétante, c'est un match, mais ça reste un match à enjeu quand même, de la part du Thunder, dont j'espère en tant qu'amateur de cette équipe-là qu'elle reproduira pas cette performance-là quand il y aura des matchs qui compteront encore en fin de saison. Mais vraie belle prestation de Milwaukee. Tu l'as dit, Giannis qui est sur une saison vraiment de haut niveau. Damian Lillard, j'ai beaucoup aimé le match de Lillard qui a très très vite marqué beaucoup, à droit à 3 points, bien dans le jeu aussi. Donc c'est vraiment belle prestation de la part des Bucks et de son coach Doc Rivers, dont il faut dire du bien, pour avoir réussi quand même à redresser la barre au stade où on en est. 13 victoires en 16 matchs. Après avoir commencé sur un 2-8, c'est quand même pas mal. Yes. Alors d'ailleurs, cette victoire, elle comptera pas dans le bilan de la saison. Donc les Bucks, ça ne change pas grand-chose au classement, vu que c'est évidemment un match que seulement 2 équipes vont jouer. On va pas avoir 2 équipes à 83 matchs cette saison. Milwaukee reste 5e à l'Est, mais c'est vrai que les Bucks vont beaucoup mieux. Ils ont trouvé la formule, c'est simple. C'est ce qu'on disait même au moment où ça allait pas. C'est que tu as deux superstars. L'une des deux est le deuxième meilleur joueur du monde. L'autre est, selon les classements, va aussi entre la fin du top 10, la fin du top 15, etc. Donc, tu as quand même 2 très, très bons joueurs. Les 2 jouent à leur meilleur niveau. Autour de ça, oui, c'est pas l'effectif le plus flamboyant de la ligue, mais il y a quand même des basketteurs de qualité. Il y a du shoot. Et quand ça met dedans, on le répète, quand ça met dedans, Milwaukee, c'est une équipe dangereuse. Alors oui, hier soir, il y a beaucoup de maladresse du Thunder, mais 17 paniers à 3 points d'un côté, 5 de l'autre. Ça fait la diff. On a Gary Trent Jr. qui est de plus en plus régulier, qui met 13 points avec 3 paniers à 3 points. Il y a 13 points de Brook Lopez, qui lui aussi est généralement assez fiable. T'as des joueurs énergiques. Les Bucks jouent sans Chris Middleton. Alors évidemment, il manque Chet Holmgren du côté du Thunder. Mais il y a une équipe des Bucks qui vraiment commence à prendre forme. Et ça monte en puissance. Et c'est une équipe qui, je pense, est partie pour finir dans le top 4 à l'Est. Ouais, quand j'ai vu c'est peu de temps avant le match, Middleton est passé de probable à doubtful. Et finalement, il n'a pas joué. Je me suis dit, ouf, ça sent pas forcément très très bon pour les Bucks. Au final, ils s'en sont très très bien accommodés. Et tu as raison, cette formule marche bien. Quand les shooters sont efficaces, ça le fait totalement. Lillard, il en est 5, tu l'as dit, Brook Lopez 3, Taurean Prince, qui était pendant longtemps un des plus fiables aussi à 3 points dans la ligue, les AJ Green, enfin. Voilà, quand ça clique, c'est parfait, parce que tu sais a priori que Giannis et Lillard, surtout Giannis, vont être très fiables. Lillard est de plus en plus fiable aussi d'ailleurs, mais c'est une équipe qui a plus du tout le même visage qu'en début de saison et qui peut, il y a très peu d'équipes à l'Est en tout cas qui peuvent normalement les embêter. Là pour l'instant ils sont 5e, mais bon, avec Cleveland et Boston ont quand même une avance très très nette, mais derrière le duo New York-Orlando, en sachant qu'Orlando est privé de ses 2 meilleurs joueurs. New York a trouvé une forme de rythme, mais n'est pas là encore l'équipe la plus rassurante. Les Bucks vont peut-être réussir à retrouver, même plus que le top 4, le top 3, je pense que c'est pas impossible s'ils continuent de jouer comme ça. Oui, ce sera quelque chose à suivre, voir si cette montée. Puis cette victoire, en fait, elle va faire du bien, je pense, dans la tête à Milwaukee. Il y a eu tellement de critiques, ou en tout cas une atmosphère négative autour de la franchise et des résultats. De rumeurs, etc. Là, au moins, voilà, les Bucks ne sont plus une punchline.
Eux se sont vraiment sortis de leur crise par rapport à Philly qui est encore en difficulté et qui en plus enchaîne les blessures. Là, il y a plutôt des bonnes nouvelles du côté de Milwaukee. Je pense que ça va faire du bien pour la dynamique du groupe en fait. Ça fait du bien pour la dynamique, ça fait du bien pour le portefeuille aussi de la plupart des joueurs quand même si pour certains c'est des sommes anecdotiques, mais plus de 500 000 $, il me semble, pour chacun des joueurs impliqués dans l'aventure, c'est quand même pas négligeable. Yannis, il s'est repris d'ailleurs en conf de presse, il a dit ouais, en gros, moi, c'est pas. Oh, si, quand même, allez, si, c'était aussi pour l'argent, parce que surtout pour les jeunes joueurs, c'est quand même des sommes conséquentes. Avec 500 000 $, même si pour un Yanis, c'est pas grand chose. Pour des joueurs qui ont des salaires moins élevés, c'est quand même assez incroyable. Allez, on peut parler, vu que tu parles d'argent, on peut parler un peu de la nouvelle formule du All-Star Game. On va aussi parler de la sanction pour le frère de Michael Porter Jr., pardon, Jontay Porter. Bon, non, plutôt commençons par ça. Ouais. Il risquerait 3 à 4 ans ferme quand même. Jontay Porter qui est accusé d'avoir parié, notamment. D'avoir parié, ouais, et d'avoir aussi filé des infos. Parce qu'à la base, les soupçons étaient sur des matchs sur lesquels il avait participé, sur le nombre de paniers à 3 points, enfin des choses un peu très précises. Ça, je ne sais pas exactement si ça a été déterminé, si ça a été déterminant dans la sanction. Ce qui est sûr, c'est qu'il avait placé 13 paris sur ce qui lui est reproché. Ça allait de 15 $ à 22 000 $. Il n'avait pas gagné des sommes, je ne crois pas qu'il avait gagné des sommes gigantesques, mais quand même. Et ça n'a jamais été sur des matchs sur lesquels il jouait. Bon, il risque quand même 3 à 4 ans de prison ferme, parce que les Américains ne blaguent absolument pas avec tout ce qui est délit d'initié, tout ce qui est implication dans des paris potentiellement truqués ou informés. Et ça peut paraître assez fou, hein. Je pense que ça choque aussi des gens de voir que des gens qui ont commis des actes violents, des agressions, sont pas condamnés au pénal et que lui prenne 3-4 ans. Je ne dis pas que je vais pas porter de jugement sur le fait qu'il mérite de la prison ferme ou pas, hein, mais ça peut sembler un peu dur par rapport à d'autres choses qui se sont produites. En tout cas, il risque effectivement une peine de prison ferme, peut-être aussi pour dissuader d'autres joueurs d'être impliqués là-dedans à l'avenir. Oui, je pense qu'il sert d'exemple là. C'est vraiment le cas de jurisprudence pour dire à tout le monde calmez-vous. Il y a une ligne à pas franchir, c'est celle-là. Ouais. Et je parlais de All-Star Game parce qu'effectivement, le nouveau format a été officiellement validé hier par Adam Silver. On en avait déjà un peu parlé. On savait que ça serait plus un match Est-Ouest, ni un match avec des capitaines. Là, on se dirige justement sur un petit tournoi à 4, un peu comme le fait le Rising Star Challenge. Alors, il y aura donc 3 équipes de All-Star et une 4e équipe qui est le vainqueur justement du Rising Star Challenge, qui est déjà un mini tournoi, je crois, où on mélange sophomore, rookie et les stars de la J-League. Ça serait très drôle, enfin les stars de la J-League. Je ne sais même pas si c'est les stars de la J-League ou c'est juste une équipe de J-League, enfin une sélection de joueurs de J-League, ça pour rejoindre l'idée de star. Mais donc en gros, il pourrait y avoir 3 équipes de All-Star et une sélection de la J-League le dimanche soir en mini tournoi du All-Star Game. Donc 2 demi-finales, les premières équipes à 40 points se qualifient pour la finale, puis là on a une petite finale, pareil, une finale avec la première équipe qui arrive à 40 points. J'imagine que l'idée c'est d'essayer d'être compétitif, c'est évidemment ça l'idée, c'est de relancer le facteur compétitivité du All-Star Game. Est-ce que ça t'inspire, Shai? Franchement, pas du tout. Peut-être que je changerai d'avis après avoir vu le format, mais le fait que ça change tous les ans, qu'on n'ait pas non plus le temps de s'habituer à une nouvelle formule. Alors, les précédents essais n'ont pas été concluants, clairement, parce que les audiences sont toujours pas au rendez-vous. Mais bon, là, ça me passionne pas. Et bon, les joueurs non plus n'ont pas l'air passionnés. Alors, je sais pas si tu as vu ce qu'a dit Kevin Durant. Directement, il a été interviewé dessus et il dit je déteste totalement, c'est horrible. À mes yeux, tous les formats ont été horribles. Il faut revenir à l'affrontement Est-Ouest, simplement un match. On tente de raviver une ancienne flamme avec le All-Star Weekend, mais on devrait rester traditionnel. On verra comment les choses se passent. On ne sait jamais, je suis peut-être dans le faux. Je suis juste un autre mec avec une opinion différente. Il dit qu'il n'a pas été consulté, que les joueurs eux-mêmes n'ont pas vraiment été consultés. Je ne sais pas si c'est... Peut-être que certains l'ont été, mais bon, KD n'a pas l'air convaincu. À partir du moment où tu as des joueurs avec l'aura de Kevin Durant qui ne sont pas convaincus, c'est difficile de se dire que ça va être très très compétitif. Je pense que l'équipe qui va gagner aura fait de son mieux. Le format peut être sympa, ça peut leur rappeler des tournois quand ils étaient plus jeunes. Moi, dans l'idée, je trouve ça sympa à disputer, des tournois comme ça, mais est-ce que pour autant, ça va raviver totalement la compétitivité et l'intérêt? J'en suis pas convaincu. En fait, je pense que le problème, c'est ce qu'on souligne depuis très longtemps, c'est que ça ne peut venir que des joueurs. Donc, en fait, tu peux mettre n'importe quel format, ça peut marcher une année et complètement passer à côté l'année d'après. C'est ce qui s'est passé quand ils ont mis les capitaines. Il y a eu un moment, ça a relancé un peu le truc. Ouais.
Mais en fait, très vite, là, c'est possible. Là, d'un coup, en février, on va peut-être avoir 4 équipes qui se donnent à fond parce que c'est qu'un match en 40 points, que ça va jouer un peu plus, tu vois. Et puis très vite, ouais, là, ok, c'est tout le monde se dit, ah bah c'est super ce format. Puis l'année d'après, ça fait un flop. En fait, tout dépend vraiment des joueurs. C'est entre leurs mains. Il y en a qui sont partisans de le jouer à fond, d'autres qui n'ont pas envie qui ont pas plus envie que ça. Anthony Edwards, il a avoué qu'il n'avait pas plus envie que ça. Peut-être qu'il aura envie, tu vois. Là, tu sais, ça dépend vraiment de ça. Donc, en fait, quel que soit le format, je ne suis pas sûr qu'il y ait un format qui incite plus qu'un autre, surtout à partir du moment où il devient régulier. Parce que là, celui-là, la première, oui, peut-être, mais après, au bout d'un moment, tu sais que chaque année, jusqu'au jour où tu sais, ce format, il peut marcher 2 ans, puis la troisième année, tu as l'équipe de J-League qui est en finale, parce que personne n'en avait rien à carrer et qui gagne le premier match contre la demi. Ouais. Et que du coup, tout le monde se dit, et c'est pas pour leur faire injure, en fait. C'est juste que si tu arrives à un soir de All-Star Game, l'équipe en finale, c'est une équipe de J-League, c'est pas ça le produit NBA, c'est pas ça que tu cherches à travers All-Star Game. Tu veux voir les meilleurs joueurs du monde jouer ensemble. Tu veux pas avoir des mecs de J-League. Encore une fois, c'est absolument pas pour leur faire injure. Se retrouver en finale contre une équipe de All-Star. Donc bon, même si j'imagine que l'équipe de J-League, pour le coup, elle sera motivée. Tu me dis qu'Anthony Edwards, il n'est pas motivé. C'est-à-dire que même si le gars de 23 ans, qui est censé incarner la nouvelle génération, qui pourrait être le gars qui donne envie un peu à d'autres, qui a un jeu spectaculaire, si même lui, déjà, il n'a pas envie d'y être, enfin, tu vois, c'est comment convaincre les vieux, entre guillemets, aussi, qui... Je sais pas, ça me semble vraiment compliqué. Tu sais, pareil, il y a toujours des théories entre la suppression pure et simple. Je voyais quelqu'un qui disait mettez la NBA Cup, le Final Four de la NBA Cup pendant le All-Star Weekend, au moins il y a des matchs en jeu. Je me suis dit que c'était pas con en fait. À partir du moment où tu mets et tu y ajoutes des concours autour, là tu sais qu'il y a un match en jeu parce que la NBA Cup, pour le coup, les équipes la jouent. Là, tu vois, cette année, on a quand même vu des équipes à Milwaukee et OKC qui sont des équipes ambitieuses. Donc moi je mettrais peut-être un match, le Final Four ou la finale à la place du All-Star Game. Tu vas avoir des stars dans tous les cas, à moins qu'il y ait une équipe surprise avec pas de stars. Tu mets le concours à 3 points, éventuellement le concours de dunk s'ils arrivent à en relancer l'intérêt. Et peut-être que pendant un temps, c'est la meilleure solution. Peut-être que les gens aussi, avec l'absence du format traditionnel, ça va leur manquer. Parfois aussi, quand tu retires des choses aux gens, ils se disent « Ah, c'était bien quand même, Est-Ouest ». Et puis dans 10 ans, le Revival, on remet le All-Star Game à l'ancienne. Bon, après, c'est des pistes, hein, mais j'ai trouvé l'idée pas inintéressante. C'est pas bête du tout, ce que tu dis. Et oui, tu as raison, il y a le manque qui se crée, ça c'est une évidence. On aime bien toujours, on ressort des films, on recrée des films iconiques sans cesse, ou des suites, ou des machins, c'est le truc à la mode. Donc oui, clairement, ça peut être une idée. Après voilà, on verra. Anthony Edwards sera peut-être motivé, Victor Wembanyama, il a sans doute ce souffle un peu compétiteur qui tiendra. Tu sens que c'est le genre de truc, Wembanyama, ça il va vouloir être celui qui ramène le machin. On verra si ça marche en février, on verra combien de temps ça marche éventuellement. Mais bon, dans l'idée, c'est vrai que je suis un peu partagé, quoi. Après, bon, bref. Allez, on peut terminer avec l'Euroleague. Il y avait des matchs d'Euroleague hier soir. Plusieurs matchs au programme. Soirée un peu délicate pour les Français, à part Monaco. Monaco a écrasé le Bayern de Munich 93-74. Et du coup, Monaco revient à égalité à la première place. Égalité avec Paris. Paris qui s'est incliné contre Madrid 85-96. Alors, il manquait du monde. Hein. Il manquait TJ Short notamment, qui était malade. Il manquait 2 autres joueurs, plus ensuite un autre joueur qui est sorti en cours de match. Paris qui s'est longtemps accroché, mais qui a fini par craquer, malgré 30 points de Maodolo. Excellent Maodolo. Lui aussi, très bon joueur, mine de rien. L'Allemagne a quand même pas mal de très bons talents. Mais oui, défaite de Paris, je crois que c'est la 4e défaite. Ou en tout cas, c'est leur deuxième de suite après les 14 victoires d'affilée. Ils n'étaient pas si loin, honnêtement. C'était quand même assez accroché. C'est un match qui était attendu parce que ça peut être un détail, mais tu vois, par exemple, le journal de l'équipe avait mis ce match en une. C'est très rare, on se plaint toujours, il y en a que pour le foot, même une info transfert mineur. Là, il y avait, alors, je sais plus ce qui avait été titré, mais c'était genre grand soir pour le basket français et tout. Donc, bon, il y avait quand même de l'intérêt et de l'engouement autour. Ils se sont très bien défendus, honnêtement. Le Real cette année n'est pas dans une forme incroyable, mais c'était exceptionnel. Ouais, Campazzo est toujours incroyable de toute façon. Et donc Paris n'a pas démérité. Paris est toujours dans le haut du classement. C'était normal aussi de pas. Ils vont pas gagner tous les matchs d'Euroleague jusqu'à la fin de la saison. Ça aurait été invraisemblable. Leur série était déjà incroyable. Là, avec les absents, blessures en cours de match aussi, c'est finalement assez. C'est pas illogique de s'être incliné, même à domicile.
Et Paris qui s'était incliné la semaine d'avant, enfin oui, la semaine d'avant contre Villeurbanne, et Ouais. l'Asvel a encore gagné, cette fois-ci sur le terrain du Partizan, Mm. 82-79, avec 21 points, 6 rebonds, 4 passes de Théo Malédon, 17 points, 9 rebonds de Geoffrey Lauvergne. L'Asvel qui a notamment fait la différence en deuxième mi-temps, au retour des vestiaires, ils ont été très bons, 14 points de Nando De Colo aussi. L'Asvel qui commence à trouver son rythme, gros shoot à la fin de Nando De Colo, me souffle Théo. Ouais. Pardon. Oui, l'Asvel, je disais qu'il commence à trouver un petit peu son rythme, même si l'Asvel est encore Ils en n'avaient pas fin de gagné. championnat. Ils n'avaient pas gagné à l'extérieur encore. C'est leur première victoire à l'extérieur de la saison en Euroleague. Le Barça a écrasé le Fener 90-63 avec un gros match de Kevin Punter. Žalgiris a battu l'Alba Berlin. J'ai pas regardé les stats pour voir si Sylvain Francisco a mis 16 points, pour le coup meilleur marqueur de son équipe. Le Pana a écrasé Milan 103-74 avec 39 points de Kendrick Nunn. Gros carton de Kendrick Nunn qui continue de briller en Euroleague. Il y a eu aussi 8 points, 8 rebonds pour Mathias Le Sort. Pardon, 6 points de Fabien Causeur. Quel match j'aurais pu oublier? Oui, Baskonia a battu le Maccabi 95-85 malgré 14 points de Jalen Horde. Et est-ce qu'il y avait un autre match la nuit dernière? Je crois pas. Je crois que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour des matchs d'Euroleague. Il reste l'Olympiakos qui joue contre Bologne ce soir et Efes contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Je sais pas si tu as vu, Evan Fournier a dit qu'il adorait la feta en Grèce et le lendemain, ils lui ont mis dans son casier une tonne de feta dans un sac. Voilà, c'est des gens qui savent, qui savent faire plaisir. Ça va accueillir. Si vous voulez mettre de la feta dans mon locker un jour au foot aussi, n'hésitez pas, j'adore ça. Voilà. Moi aussi, au passage. Donc, si vous voulez mettre ça dans ma boîte aux lettres, ça peut aussi. Bon, écoute, on va s'arrêter là-dessus. On se retrouvera demain. J'espère que j'aurai un peu plus de voix et que je tousserai un petit peu moins. Mais bon, ça fait plaisir de reprendre. Et puis, du coup, on se retrouve demain. Bonne journée à tous. Yes, ciao. Bonne journée.